Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce 16e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, c'est le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde aujourd'hui. Quel champ de bataille en 2040 ? Dans un monde bouleversé par un environnement géopolitique instable, la guerre en Ukraine marque un tournant. L'usage massif des drones, le brouillage électromagnétique, l'omniprésence de la guerre numérique et cognitive et le retour brutal à une guerre d'attrition ont redéfini les concours du combat. Une guerre hybride, ultra-technologique, mais aussi faite de bricolage innovant. À l'horizon 2040, quel visage auront les conflits armés ? Sera-t-il encore question de blindés et d'infanterie, ou d'essaims de drones autonomes, de cyberattaques coordonnées, d'algorithmes, de ciblage et de satellites brouillés ? Nous assistons à une accélération vertigineuse de l'innovation militaire, dronisation, robotisation, intelligence artificielle, guerre dans l'espace, connectivité en temps réel du champ de bataille, soldats augmentés, une révolution qui pose bien des questions stratégiques, techniques, éthiques et une interrogation existentielle. Comment ne pas préparer aujourd'hui la guerre d'hier ? Alors, à quoi ressemblera le champ de bataille en 2040 ? Quels en seront les acteurs, les formes, les limites ? L'humain sera-t-il encore au cœur du dispositif ou seulement une variable d'ajustement dans un environnement dominé par des machines de guerre autonomes ? Voilà quelques pistes de réflexion que nous allons aborder avec nos invités. Je vous les présente. Bonjour, Général Bruno Baratz. Bonjour Daniel. Vous êtes le commandant du combat futur de l'armée de terre. Le commandement du combat futur est une entité très très récente dans l'armée de terre. Oui, effectivement, il a juste une année d'existence, où ça fait 1 an qu'il produit vraiment des produits réels. Néanmoins, ça fait déjà à peu près 2 ans qu'on était en train de réfléchir à la transformation de l'armée de terre et à la création de ce commandement qui a pour but justement de dynamiser la transformation de l'armée de terre et la captation de l'innovation. Et vous êtes le premier commandant ? Et j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir créer ce commandement et de le commander. Bonjour, Général Masson-Breton. Bonjour, Daniel Desesquelles. Vous êtes un général de l'armée de l'air et aujourd'hui le directeur du CICDE, le Centre interarmé de concepts, de doctrine et d'expérimentation. C'est un peu long, mais par définition, c'est un temps de réflexion interarmée qui se projette vers l'avenir. Exactement, un centre donc installé à l'école militaire et qui est chargé en fait d'analyser les guerres d'aujourd'hui et de penser les guerres de demain. Donc en plein dans notre sujet. Bonjour, commandant Rémi Thomas. Bonjour Daniel. Vous êtes officier de cohérence d'armée à l'état-major de la marine. Alors, est-ce que je peux dire, ou c'est un peu excessif, que vous êtes, pour la marine, un peu le commandement du combat naval futur, ou j'exagère un peu ? Non, il y a de ça. J'ai aussi un pied dans les programmes qui sont actuellement en cours de construction, de bateaux, d'avions, de sous-marins. Mais oui, ma fonction me demande aussi de me projeter en 2040. Donc vous regardez droit dans l'horizon, droit vers l'avenir. Tout à fait, à la fois vers mes pieds et vers l'avenir. Ouais. Gérald Vincent Breton, 2040, c'est dans 15 ans. Autant dire que c'est demain et même demain matin. Le champ de bataille global de 2040, c'est-à-dire au-delà du champ de bataille terrestre, va-t-il être le prolongement du champ de bataille ukrainien que l'on observe aujourd'hui, avec à la fois une guerre de position et de tranchées très classique, et en même temps une guerre de haute technologie, numérisée, de cyberattaques à distance et de menaces spatiales, pour ne prendre que ces quelques exemples? Alors effectivement, 2040, c'est dans 15 ans, donc comme vous dites, c'est demain. Donc les caractéristiques du champ de bataille en 2040, elles s'inscriront probablement dans le prolongement des grandes tendances qu'on perçoit déjà aujourd'hui. Et parmi ces grandes tendances, il y a effectivement l'extension de la conflictualité à de nouveaux domaines. Traditionnellement, le conflit, il était sur terre, historiquement sur la mer, puis depuis une centaine d'années environ, dans les airs. C'est ça, donc on assiste à une extension des domaines de conflictualité au fur et à mesure que les activités humaines gagnent de nouveaux domaines. Donc effectivement, au départ, les hommes ils se déplaçaient uniquement sur terre et sur mer, donc ils se battaient sur terre et sur mer. Au début du XXe siècle, ils ont inventé les avions, donc ils se sont battus aussi dans les airs. Ensuite, on voit bien depuis les années 1990 le poids du numérique dans nos vies, donc les hommes se battent également dans le cyberespace. Et puis demain, ils se affronteront de plus en plus dans l'espace, étant donné le rôle croissant que joue le spatial dans notre quotidien. Ce qui fait que plutôt que parler de champ de bataille, il serait peut-être judicieux de parler de zone de conflictualité. Alors nous, on parle plutôt de milieux et champs de conflictualité. Donc on définit. Alors milieux et champs. Voilà, c'est ça. Donc on définit 5 milieux de conflictualité. Donc les milieux terrestres, maritimes, aériens,
cyber et spatial, et 2 champs qu'on considère comme transverses, le champ informationnel, donc c'est la bataille de l'information, et le champ électromagnétique, la guerre dans le champ électromagnétique. Voilà, donc on comprend que ça a beaucoup changé. Alors, on va pas forcément aborder dans le fond tous ces champs et tout de conflictualité, mais on va essayer d'en aborder quelques-uns tout de même. Alors, Général Bruno Baratz, le commandement du combat futur que vous dirigez est une structure, on l'a dit, très récente. Elle est née en 2023, soit, on peut pas s'empêcher de faire la remarque, 1 an après le début de l'invasion en Ukraine par les troupes russes. Ce n'est pas totalement un fait du hasard. C'est pas totalement un fait du hasard, non. Et c'est le constat qu'avait fait le chef d'état-major de l'armée de terre, qu'il y avait le retour de la guerre et du rapport de force dans les champs diplomatiques. Et donc, il fallait se préparer à des conflits un peu plus durs. Et donc, il fallait repenser un petit peu l'organisation et la façon de travailler de l'armée de terre. Et deuxième élément majeur, c'était la transformation numérique et le rythme des nouvelles technologies que vous avez évoquées, qui est en train de bouleverser finalement ce champ de bataille et que l'on voit à l'œuvre sur tous les conflits qui sont en cours, que ce soit, ça avait commencé en Arménie, au Levant, en Syrie, Irak, on voyait les drones arriver, on voyait le poids de l'intelligence artificielle avec la multiplication des données qui pouvaient être exploitées et qui permettaient d'avoir vraiment cette capacité à mieux comprendre ou de mieux discerner les objectifs dans le champ adverse. Et donc on voyait bien qu'on était en train de basculer de monde. Et la grande nouveauté, finalement, et le grand malaise que l'on pouvait imaginer pour les militaires, c'est que si avant, c'était plutôt les armées qui tiraient la technologie, aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, c'est le civil qui tire la technologie. Oui, donc ça, c'est un vrai retournement. Un vrai changement. Par exemple, c'est effectivement Internet, que l'on utilise tous et toutes, c'est évidemment, ça vient du militaire. C'est le Pentagone, qui a imaginé le Internet qu'on utilise, nous, concrètement. Et là, le drone, c'est presque l'inverse. Tout à fait, il y avait déjà des drones militaires, mais tout de même. Mais il y a beaucoup de domaines. L'intelligence artificielle n'a pas été développée forcément au départ pour des affaires militaires. Et on le voit sur les drones, sur beaucoup de domaines, où finalement, c'est le civil qui est en train de tirer la technologie, notamment dans le domaine des communications, où on voit que les systèmes de communication civile sont beaucoup plus performants que ceux dont disposent les militaires. Ouais. Aujourd'hui, comme sur ce champ de bataille, la donnée qui est produite par les différents capteurs, c'est-à-dire les systèmes d'observation de l'adversaire, doit être stockée à un endroit et puis les algorithmes l'exploitent pour lui donner du sens. En fait, on voit que tout ça, ça vient du monde civil et que c'est en train de transformer notre façon de travailler sur le terrain. Et pour échanger toutes ces données-là, il faut avoir des systèmes qui permettent de supporter ces transmissions de données. Et donc, il n'y a que le système civil aujourd'hui, ou essentiellement les systèmes civils, qui nous le permettent. Alors, c'est vrai que si on revient pour nos éditeurs qui ont, disons, plus de 50, 60 ans, l'armée de terre était très fière il y a quelques années, quelques décennies, on va dire 3 environ, de son système de transmission, RITA, voilà. Et alors, c'était quand ce système défilait sur les Champs-Élysées, l'armée de terre était très fière de ce système qui était très fermement, qui a même été vendu aux Américains, si ma mémoire ne me trahit pas. Oui. Et aujourd'hui, quand on regarde le système RITA par rapport à ce qu'on a dans un smartphone, mais le concept est toujours le même, mais sauf que les technologies ont évolué. C'est-à-dire que ce système de maillage et de relais sur le terrain, qui permettait d'avoir les communications redondantes en permanence, on a la même chose aujourd'hui, mais avec des satellites en orbite basse. Sauf que nous avons l'équivalent dans notre smartphone d'un système de communication RITA qui a fait le bonheur et la fierté de l'armée de terre il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, ça nous oblige à repenser notre façon de capter la technologie et de l'utiliser finalement dans le quotidien des armées sur le plan tactique et technique au quotidien. Alors, j'imagine que vous scrutez point par point, jour après jour, pratiquement l'évolution du conflit sur le sol ukrainien après l'invasion russe de 2022. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Alors, vous avez déjà évoqué, mais vraiment, qu'est-ce qui vous a surpris dans ce conflit ? Et vous dites, ça, on n'y avait pas suffisamment pensé, ça nous a vraiment surpris, voilà. On est toujours surpris dans un conflit. Il y avait par définition. Voilà. Le général Georges Lain, quand il était chef d'état-major des armées, répétait régulièrement son thème autour de la surprise stratégique. On est toujours surpris. L'histoire nous prouve en tout cas qu'on est systématiquement surpris. Mais là, ce qui nous a le plus marqué finalement sur l'évolution de ce conflit, c'est une sorte de transparence du champ de bataille qu'on n'imaginait pas atteindre un tel point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la zone de front,
entre la ligne de front et 15 km de profondeur, il y a une forme de transparence du champ de bataille. C'est-à-dire que tout être humain ou tout déplacement est observé, localisé, et ce que nous disent les Ukrainiens, c'est qu'ils ont à peu près 5 minutes avant qu'une frappe soit déclenchée. Donc cette transparence du champ de bataille, le fait que les outils aujourd'hui d'observation, qu'ils soient dans l'espace, bientôt dans la très haute altitude, qu'ils soient à terre, acoustique, électromagnétique ou autre, fait qu'il est très difficile d'appliquer les vieux principes de la guerre que l'on avait jusqu'à présent, de manœuvre, de dissimulation, de concentration des efforts. C'est beaucoup plus difficile de cacher notre dispositif. Et donc, on est obligé de repenser notre façon de manœuvrer, puisque finalement, il faudra être capable plus de tromper l'ennemi sur nos intentions que sur notre dispositif qu'il verra quasiment en temps réel. Un peu comme dans une partie d'échecs, où finalement, tout le monde voit les pièces, mais on ne connaît pas l'intention de l'adversaire. Ça veut dire que pour le fantassin qui est sur le terrain, il n'est nulle part et à aucun moment à l'abri. Il y a une pression psychologique permanente, parce que les drones, donc dans cette zone un petit de très basse couche aérienne, finalement, juste au-dessus du fantassin, il y aura toujours cette menace des drones qui vont voler de façon massive et qui vont l'exposer en permanence à un risque de frappe. Alors justement, les drones, général Vincent Breton, pendant très très longtemps, il y avait une couverture aérienne assurée par l'armée de l'air qui était une forme d'assurance pour l'armée de terre qui avait ses hommes à terre et exposés. C'est de moins en moins vrai. Alors, il y a le contexte de l'Ukraine qui est un peu particulier parce que l'Ukraine n'a plus d'armée de l'air. Il n'y a plus de composante aérienne. En tout cas, la composante aérienne est très, très diminuée. La doctrine russe aussi est différente de la doctrine occidentale. Donc, la composante aérienne est souvent vue comme une artillerie volante. Donc, les concepts sont un petit peu différents. Enfin, ceci dit, effectivement, le drone change complètement la donne. Hein. Les chiffres sont absolument impressionnants. La consommation de drones par jour, du côté ukrainien et du côté russe, c'est à peu près 10 000 drones par jour. C'est-à-dire à peu près autant de drones que d'obus. C'est ça, c'est du consommable. C'est comme des obus, comme des munitions, ouais. Effectivement. Alors, on sent bien que les armées françaises se sont appropriées la dronisation du combat avec un peu de recul. Alors pourquoi ? Parce que pour l'armée de l'air, c'est pas vraiment des avions, et pour l'armée de terre, c'est pas très très sérieux, ça vole, et nous on aime bien avoir les pieds au sol. Est-ce qu'il y a l'esquisse d'une ébauche d'explication, Général Baratz ? Non, en fait certaines parties des armées avaient déjà fait le virage de la dronisation et de la robotisation. Donc il y a certaines unités qui disposent de micro-drones depuis très longtemps. Mais on ne l'avait pas imaginé à un tel niveau et avec une telle masse de drones sur le territoire ou lors d'un conflit. C'est un peu l'échelle qui a changé. C'est la masse de drones qu'on n'avait pas imaginé à ce point-là. Alors Général Vincent Breton, l'armée de l'air avait des drones depuis très longtemps, des grands drones. L'armée de l'air a tardé à les avoir, mais il y avait une sorte en France et dans beaucoup de pays occidentaux, une sorte de frilosité entre guillemets éthique. C'est-à-dire, on était tous un peu traumatisés par l'usage que faisaient un certain nombre de pays. Moi, je pense par exemple aux États-Unis avec ce qu'on appelait des exécutions un peu extraterritoriales de la part de la CIA. Et donc, certains faisaient le raccourci drone égale robot tueur, déshumanisé, qui va choisir toute seule ses cibles et qui va enfreindre le droit des conflits armés. Donc, il y a eu une grosse réticence à aller vers les drones, armés en tout cas, à cause de ça. Donc c'était une réticence qui était, on est revenu dessus depuis, qui était compréhensible peut-être, mais en tout cas qui était exagérée. Donc il a fallu attendre quelques années effectivement avant qu'on arme nos drones. Donc il a fallu attendre très concrètement 2017 à peu près. Je reviens vers vous, Général Baratz. Est-ce que la notion de front est encore une notion pertinente ? Vous avez expliqué que sur 15 km de profondeur, le front était transparent. Il y a ces frappes dans la grande profondeur. Est-ce que la notion de ligne de front est encore pertinente ou pas ? Alors, c'est toujours une réalité. C'est-à-dire que quand on observe tous les conflits, que ce soit entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Russie, il y a toujours une zone de front. En tout cas, il y a un découpage, puisque finalement, la guerre, l'objectif, c'est quand même d'occuper un espace géographique ou d'imposer sa volonté d'une nation face à une autre nation. Donc, il y a toujours une zone géographique bien délimitée qui sépare les belligérants. Et donc, pour occuper le terrain, il faudra toujours des hommes, et les premiers hommes sont toujours les fantassins. Ou pas.
Alors, je dirais au final, il y aura toujours des hommes pour occuper le terrain. C'est-à-dire que demain, je ne suis pas sûr que ce soit les hommes qui seront en premier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une robotisation du champ de bataille. J'avais prévu d'y revenir un peu plus tard, mais on peut déjà l'aborder la question. Si vous voulez venir tout de suite sur le sujet, oui, effectivement. Nous, ce que l'on constate dans les tendances que l'on observe sur les différents conflits, c'est qu'on a eu une phase de mécanisation de la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a été vraiment le déclencheur de cette mécanisation de la guerre, qui avait commencé avant. Première Guerre mondiale, on avait déjà une forme d'industrialisation de la guerre. Là, on est passé à la mécanisation. Et là, on est en train de basculer visiblement vers de la robotisation de la guerre. Et donc, il y a une partie de nos unités de demain qui sont forcément robotisées, que ce soit des drones aériens, mais c'est la même chose sur la partie maritime ou terrestre. Alors, justement, l'armée de terre française, a imaginé un peu le combattant du futur. Alors, je crois que ça s'appelle plus ou moins l'homme augmenté, je sais pas, ou le combattant augmenté, je sais pas quel est le bon mot. Alors, ça se traduit par un fantassin super équipé, super protégé, super connecté, mais peut-être pas très mobile, et peut-être finalement un peu handicapé par tout ce qui l'entoure. Alors, le soldat augmenté, en fait, il y a l'équipement du soldat, ça c'est une chose. Donc, on essaie aujourd'hui de trouver le bon équilibre entre la protection et la mobilité, puisqu'effectivement, il faut qu'il puisse être mobile sur le champ de bataille. Mais la grande fragilité que l'on rencontrera sur nos soldats et sur lequel on commence à anticiper les travaux, c'est la résilience et la capacité à encaisser la dureté du champ de bataille. Aujourd'hui, je vous ai dépeint un champ de bataille qui est quasi transparent, avec une menace permanente que font peser les drones. Ça crée une pression psychologique sur l'individu qui est phénoménale. Et donc, d'autant plus que les dispositifs pour éviter les frappes sont en train de se disperser. Donc, l'effet de groupe que l'on connaissait jusqu'à présent est moins fort. Donc, il y a une première pression sur une menace directe sur le soldat, qui est amplifié par des manœuvres cognitives lancées par les adversaires qui essaient de fragiliser la base arrière. C'est-à-dire, il y a souvent des attaques sur les familles de ces soldats pour essayer de démoraliser les familles ou donc par rebond le soldat. Et donc on voit bien qu'il faut se préparer demain à avoir des conditions d'engagement beaucoup plus rudes. Et donc nous on imagine très bien et on commence à travailler sur ce sujet que demain, il y aura une préparation physique, ça c'est classique, mais également une préparation mentale du combattant. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce que c'était une dimension qu'on ne prenait pas en compte, parce qu'on estimait qu'on était suffisamment solide pour affronter ces environnements-là. Commandant Rémi Thomas, je vous avais pas du tout oublié, mais on ne vous a pas encore entendu beaucoup dans cette émission. Alors, vous êtes capitaine de vaisseau, un marin par définition, et vous, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui se passe en Ukraine et en Russie? Par exemple, les drones marins autonomes et les menaces asymétriques comme les attaques menées par des groupes non étatiques en mer Rouge redéfinissent-ils le combat naval? Ou on peut rappeler qu'en mer Noire, le navire amiral russe, le Moskva, si je dis pas de bêtises, a été coulé par les Ukrainiens qui pourtant ne disposent pas vraiment d'une force navale. Ça doit vous interpeller. Alors, ça nous interpelle évidemment, mais comme souvent la réponse elle est elle est à la fois elle est mixte. Le combat naval, notamment en mer Noire, il reste à peu près entre guillemets classique. La Russie a réussi à faire avec ses unités ce qu'elle n'a pas réussi à faire en matière aérienne, c'est qu'elle a obtenu la supériorité maritime finalement très très vite sur des modes d'action assez classiques où elle a neutralisé la flotte ukrainienne au mouillage. Une navale ukrainienne très faible. C'est vrai, mais malgré tout, pour le coup, ils ont très vite pris la pleine maîtrise de la mer Noire. Enfin, vous vous souvenez sans doute de l'épisode de l'île aux serpents. Bien sûr. Donc avec, en associant à la fois leurs unités navales et leurs unités amphibies. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a réussi l'Ukraine, finalement, c'est à reconquérir une marge de manœuvre, un espace de manœuvre assez réduit malgré tout, le long de ses côtes. Et elle y est parvenue. Alors, je pense que ça s'applique peut-être un peu aussi au théâtre, au milieu aéroterrestre. Mais elle y est parvenue avec des moyens qui sont assez anciens. Elle y est parvenue avec des mines et en créant un corridor maritime avec une protection par des champs de mines défensifs. Mais elle y est aussi parvenue en utilisant des drones navals. C'est vrai. Elle a réussi à repousser les unités russes. Mais pour autant, elle n'a pas paralysé l'action des unités russes, qui ont profité de l'allonge de leurs armes pour continuer à faire peser sur l'Ukraine. Elle les a neutralisées. Je dirais pas ça, parce que les frappes depuis les bateaux russes et ou depuis les sous-marins ne se sont pas arrêtées. En revanche, elle a entravé une partie de l'espace de manœuvre des unités russes. Ça, c'est certain, avec des moyens, pour le coup, très économiques. Ouais.
Alors, toujours dans les observations et les leçons à tirer du conflit russo-ukrainien, on peut noter la faible implication de l'armée de l'air, général Vincent Breton, sauf dans des bombardements des populations civiles par des missiles de longue portée tirés de très loin de la ligne de front. Là encore, est-ce que finalement les drones sont en train de remplacer les avions classiques de l'armée de l'air, ou est-ce que ce conflit russo-ukrainien est atypique pour l'armée de l'air ? Alors, non, je pense pas. Déjà, ce que je disais tout à l'heure, il y a une différence de concept entre le monde post-soviétique et le monde occidental sur l'utilisation de l'arme aérienne. C'est-à-dire, nous aurions été à la place des Russes, nous aurions commencé cette guerre avec une campagne aérienne de plusieurs semaines pour détruire le maximum de capacité de notre ennemi au sol. Donc, avant même d'engager des troupes au sol, on aurait effectivement mené cette vaste campagne visant à neutraliser, détruire les nœuds logistiques, les centres de commandement, provoquer un maximum d'attrition possible du côté de l'ennemi. Donc, ce que les Russes n'ont pas fait, parce que probablement, leur concept est différent déjà, et puis aussi probablement ils pensaient que l'Ukraine tomberait comme un fruit mûr en rentrant en Ukraine. Donc, ils n'ont pas jugé nécessaire de le faire. Ils n'ont pas jugé nécessaire de le faire parce qu'effectivement, il y a eu peut-être un biais d'analyse dans leur compréhension de la situation. Et puis, leur concept est un peu différent. Maintenant, je dirais pas que la composante aérienne est complètement absente, parce que toutes les nuits des deux côtés, il y a de nombreuses frappes aériennes dans la profondeur qui sont effectivement menées soit par des drones, donc les fameux drones Shahed, et puis également frappes dans la profondeur qui sont le fait de missiles balistiques ou même de missiles tirés de très loin. Oui, tirés de très loin, ou même de missiles tirés d'avions, donc de bombardiers stratégiques, et notamment les bombardiers stratégiques qui ont été détruits ou fortement endommagés. Voilà. Et ce sont des bombardiers qui régulièrement menaient des missions de frappe dans la profondeur en Ukraine. Donc, Mais ce qu'on constate en tout cas, un observateur un peu éloigné comme moi, c'est que par exemple l'arrivée des F-16 ou l'arrivée des Mirage 2000 au sein de l'armée de l'air ukrainienne n'a pas changé grand-chose, alors que les Ukrainiens les réclamaient depuis longtemps et à corps et à cri. Oui, parce qu'ils sont sans doute pas suffisamment nombreux, il y en a pas suffisamment, et puis c'est difficile de découvrir le fonctionnement d'un nouvel avion alors que vous êtes en train de mener une guerre. Voilà, donc je pense que c'est pas si facile que ça à utiliser. C'est pas si facile, il y a tout un environnement aussi à mettre en œuvre. Voilà, donc puis c'est pas des avions de tout récent non plus. Mais en face, il n'y a pas d'avions très très récents non plus. Non, c'est vrai. Le MiG-29, le Sukhoi 35, c'est pas des avions de dernière génération non plus. Effectivement, oui. Et puis effectivement, les Russes notamment sont des adeptes de frappe avec des bombes planantes. Donc ils ont tiré. Alors les chiffres sont un peu variables, entre 15 000 et 40 000 bombes planantes l'année dernière. Donc les bombes planantes, ce sont des bombes tirées depuis des avions assez rudimentaires. Donc constitués d'un corps de bombes qui bien souvent date des années 60-70, pour lesquels les Russes ont des stocks considérables. Donc un corps de bombes sur lequel ils ont greffé en fait à l'avant un kit de guidage pour améliorer la précision de la bombe, et à l'arrière là aussi un kit de guidage pour permettre avec des petites ailettes qui va permettre de tirer cette bombe à distance de sécurité. Voilà, donc ça c'est quand même une arme assez redoutable. Alors est-ce que vous diriez ou pas que la suprématie aérienne est en passe de basculer au profit de systèmes sans pilote ? Je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'aucun des deux belligérants ne parvient à obtenir la supériorité aérienne aux abords du front. Mais dans la réflexion qui est celle d'un général de l'armée de l'air, est-ce que finalement, par définition, quand l'armée de l'air, il faut des pilotes dans l'avion. Par définition, c'est pour ça qu'on entre dans l'armée de l'air, j'imagine. Je suis un grand défenseur de la complémentarité. La complémentarité, pour moi, c'est la clé. Donc, complémentarité entre avion piloté avec un pilote à bord et avion piloté à distance, et complémentarité ensuite entre capacité low cost et capacité high cost. Donc, capacité à bas coût et capacité très chère, très performante. Et donc, on le voit très bien dans cette guerre. Cette complémentarité, elle s'exprime très bien justement dans le domaine des frappes dans la profondeur, frappes aériennes dans la profondeur, donc frappes aériennes sur plus de 300-400 km, donc frappes qui vont principalement être destinées à cibler des infrastructures. Donc du côté russe, les cibles privilégiées des Russes, ce sont les dépôts logistiques ukrainiens, ce sont les centrales électriques, le complexe militaro-industriel, les centres de commandement.
Chaque nuit, les Russes tirent des salves de missiles en tout genre, dont des missiles low cost, qui sont en fait des drones Shahed, de conception iranienne. Et donc, dans ces salves sont noyés, imbriqués des missiles très performants, très chers. Et donc, avec le concept suivant, c'est que le drone type Shahed vient saturer les défenses aériennes ukrainiennes. Et ce faisant, en fait, il facilite le passage aux missiles très performants et très chers. Donc, qu'on a du mal à intercepter. Qu'on a plus de mal à intercepter, voilà. Donc, en fait, le principe est le suivant, c'est le low cost sature l'espace aérien et le high cost vient exploiter cette saturation. Donc, il y a cette complémentarité. Donc, pour moi, c'est la clé, cette complémentarité. Vous écoutez Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICODE. Aujourd'hui, quel champ de bataille en 2040 avec le général Bruno Baratz, commandant du combat futur de l'armée de terre, le général Vincent Breton, directeur du CICDE, le centre interarmé de concept, de doctrine et d'expérimentation, et le commandant Rémi Thomas, officier de cohérence d'armée à l'état-major de la marine. Alors, la prochaine question, elle est un peu... chacun d'entre vous va pouvoir y répondre. Je vais peut-être commencer par vous, général Baratz. La dronisation du champ de bataille, est-ce que c'est une révolution dans la conduite de la guerre ? Est-ce que le drone est une arme de rupture ? Et je fais bien sûr référence, général Vincent Breton, à cette opération toile d'araignée menée par l'armée ukrainienne le 1er juin dernier, c'est très récent, qui, avec des essaims de drones habilement placés, a détruit à plusieurs milliers de kilomètres de Kiev une partie non négligeable de l'aviation russe. Alors, d'abord le général Baratz, et puis vous pourrez, général Vincent Breton, et bien évidemment vous aussi, commandant Rémi Thomas. Pour commencer, effectivement, vous parlez d'armes de rupture, il n'y a jamais d'armes de rupture. C'est souvent une combinaison de capacités qui permet de prendre l'ascendant sur l'adversaire. En fait, dans la bataille aéroterrestre, ce qui est important, c'est le tempo, c'est la vitesse de réalisation de décision, de prise de décision. Et ça a toujours été comme cela depuis la nuit des temps. Si Napoléon était plus performant que les autres, c'est que les fantassins français marchaient 30% de plus que les fantassins de l'autre camp. Et donc, le fait d'avoir des divisions... Petite curiosité, pourquoi marchaient-ils si vite ? Moi, je ne le sais pas. Mais parce qu'ils étaient organisés pour ça. Et c'est pour ça, tout le système divisionnaire qui a été créé à l'époque de justement cette levée d'armées en masse, il était nécessaire de pouvoir bouger ces masses sur le champ de bataille. Et donc, il fallait les subdiviser en quelque chose qui était commandable. Donc, c'est là qu'on voit apparaître un certain nombre de notions de division, de brigades et autres. Et donc, ça permettait de rattraper l'adversaire et d'aller le détruire, alors qu'habituellement, sur l'Ancien Régime, à la fin de la bataille, tout le monde se séparait et on en a resté là. Donc là, ça a été créé, donc ce tempo qui était supérieur à l'adversaire, on l'a retrouvé en 40. En 40, on n'avait pas compris que c'était la combinaison du char, de l'avion et de l'artillerie et des transmissions qui permettait d'accélérer ce tempo, qui permettait d'aller plus vite que les Français, qui avaient pourtant des chars de meilleure qualité. C'était une meilleure idée que de s'abriter derrière la ligne Maginot. Oui, mais on le sait maintenant. Le char était de meilleure qualité, ça, tout le monde l'oublie. Mais donc, effectivement, c'est pas la qualité de l'objet qui fait qu'on va avoir un objet de rupture sur le champ de bataille. Et c'est un peu la même chose avec les drones, c'est-à-dire que c'est bien des combinaisons qui ont été évoquées par le général Breton sur cette complémentarité des outils et des objets. Et donc, il ne faut pas imaginer que demain, tout va être robotisé, parce que j'ai effectivement parlé de cette bascule dans le monde de la robotisation, mais en fait, ça va être un travail conjoint entre des structures habitées et des non habitées, et des structures terrestres, des structures volantes, et ainsi de suite. Et donc, on voit bien que en revanche, ça nécessite de réapprendre une façon de travailler, d'imaginer une nouvelle façon de travailler qui est sûrement très différente de celle qu'on a connue jusqu'à présent, et c'est le plus dur. C'est que souvent, les gens, lorsqu'ils se projettent vers l'avenir, ont tendance à vouloir améliorer leur existant, sans se dire que quelque chose de différent peut exister. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui au sein de l'armée de terre, avec un certain nombre de pôles exploratoires, où certaines tactiques sont testées sur le terrain. Donc, on essaie de travailler sur la taille des pelotons de chars, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle un peloton de chars, c'est 4 chars et 4 véhicules blindés légers. De soutien. D'environnement pour assurer la sécurité. D'accord. Et donc, demain, on va essayer de travailler à 2 chars et 2 véhicules légers, équipés de drones, pour justement favoriser la reconnaissance devant les chars, les frappes des chars. Moins repérables, plus petits, plus ramassés, plus mobiles sur le champ de bataille. Et donc, on est en train d'apprendre cette grammaire, de découvrir cette grammaire du drone, de la robotisation, et comment travailler avec ces outils
C'est valable pour les drones, c'est également valable avec l'intelligence artificielle dans le domaine de la maîtrise et de la prise de décision. Alors, Général Basson, le drone, une arme de rupture ou pas? On a entendu le général Barat. Commandant Thomas, préparez-vous, je vous pose la question juste après. Une arme de rupture, oui. Enfin, c'est une arme qui change les choses. Le terme rupture est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, ce qui fait la force du drone, c'est l'excellent rapport efficacité-coût de l'outil, oui. Qui permet en fait de produire des effets militaires en masse et à très bas coût. Donc, ces drones, en fait, c'est un concentré de haute technologie, mais de la technologie pas chère. Donc, de la technologie pas chère parce que c'est la technologie qui est directement issue des technologies qu'on va retrouver dans les équipements grand public. Alors justement, le rapport coût-efficacité, il est central. Quelques centaines d'euros pour un drone qui arrive à détruire un char qui coûte au minimum plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors j'ai envie de vous poser aux uns aux autres, et peut-être à vous de nouveau, Général Barat, est-ce que le drone, c'est pas le nouveau char de combat? Ah non, ça remplace pas le char de combat. Justement, le char de combat, aujourd'hui, il faut faire attention aux erreurs de perspective. C'est qu'on est aujourd'hui dans un blocage tactique en Ukraine. Donc, et lorsqu'il y a un blocage tactique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun des deux adversaires est capable d'avoir la martingale de combinaison de capacités pour prendre l'ascendant sur l'adversaire et le mettre en déséquilibre. En général, ce qui se passe, c'est que le front se fige, on l'a vu en 14, et tout le monde essaie de trouver la solution pour percer, pour repasser à travers. En plus, c'est doublé d'une culture stratégique qui n'est pas la même que la nôtre, et on parlait des tactiques aériennes. Il y a une grande différence entre la tactique russe et la tactique occidentale, donc qui est beaucoup moins fondée sur la manœuvre, mais beaucoup plus sur les feux que l'est notre culture. Donc en fait, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que si jamais le front repart en dynamique, on aura besoin de plateformes qui sont protégées avec des moyens de frappe à courte distance pour se protéger. Et donc, on retrouvera finalement l'utilité du char. Toujours pour occuper le terrain. Toujours pour occuper le terrain, mais accompagné effectivement de drones. Et c'est un peu ce qu'on a vu à Koursk. Alors, commandant Rémi Thomas, vous avez eu le temps de réfléchir. Le drone, pour vous, une arme de rupture ou pas? Alors, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que la marine est un peu autonome. On regarde ça d'un peu loin avec les jumelles, mais vous avez certainement une idée, un élément de réflexion. Ah non, dans les drones, on est très impliqué. Après, vous avez associé drone à arme. C'est d'abord un équipement. Et pour le coup, sur l'équipement, on est pour le coup, la marine elle a des solutions dronisées depuis le début des années 80, notamment dans le domaine de la chasse aux mines. Et aujourd'hui, sur ce domaine-là, la chasse aux mines, on est en passe d'avoir une capacité complètement dronisée pour effectuer nos opérations de lutte contre les mines, avec des drones sous-marins qui sont mis en œuvre depuis des drones de surface. Enfin, donc, en tout cas, il y a tout un aspect mission répétitive sur lesquels, je pense, les armées sont engagées depuis assez longtemps et elles emploient des drones finalement depuis très longtemps. Aujourd'hui, pour nous, le drone, c'est l'extension du domaine de lutte, en quelque sorte. C'est ce qui va vous permettre de voir plus loin, de voir plus de choses, parce qu'il aura embarqué un certain nombre de charges utiles pour à la fois voir visuellement les objets, mais aussi détecter leurs émissions radar, leurs émissions radio. Donc ça, parce que dans le combat naval actuel, il est important de pouvoir anticiper, de voir plus loin que l'adversaire, pour être en mesure d'engager plus rapidement. Mais ça, on reste dans une logique où le drone est mis en œuvre finalement depuis une plateforme existante. L'avenir, ce sera vraiment c'est le drone armé, c'est sa capacité à engager de manière autonome. Et pour nous, en tout cas, l'essaim de drone, il ne se conçoit, enfin, il ne sera pleinement efficace que s'il a cette capacité d'engagement autonome. Mais là, on est sur un horizon beaucoup plus lointain. On est au-delà de 2040. Je suis pas sûr. En tout cas, à l'horizon 2040, oui, ça pourrait marcher. Mais mais à ce moment-là, c'est pas le drone en lui-même, c'est le drone en combinaison avec une capacité de décision autonome, d'intelligence artificielle associée. Et là, le critère bas coût risque d'être un peu challengé quand même. Alors, ce qu'on constate, c'est évidemment l'innovation permanente sur le champ de bataille ukrainien. On y revient. D'abord l'éruption du drone, puis la capacité de brouiller ces drones, et puis maintenant, pour éviter le brouillage, c'est les Russes qui, je crois, les premiers ont imaginé ça, des drones filoguidés. Donc, alors, on va pas revenir dans le détail. Pardon. C'est les Ukrainiens qui ont été les premiers à y penser. Ah, ce sont les Ukrainiens. Mais c'est les Russes qui ont après industrialisé plus rapidement. D'accord. Donc, autant pour moi. Alors, en tout cas, ça dénote une évolution ultra rapide. Comment réagir? Parce que les armées, elles sont quand même structurées, pas forcément pour réagir aussi rapidement que ça. En tout cas, c'est l'impression qu'elles peuvent parfois donner. Qui veut rebondir sur cette question
qui vous concerne tous les trois. Vous faites un faux procès aux armées. Non, vous faites un faux... Non. En revanche, effectivement, nous, puisqu'on observe les conflits en cours, mais l'idée, c'est quand même de se projeter à 2040, et on voit bien que dans le monde qui vient et dans les conflits à venir, une des capacités ou des aptitudes fondamentales de notre armée de terre va être de s'adapter, d'innover en continu. Et donc ça, c'est un changement de innover en continu, c'est nouveau quand même pour les armées. C'est nouveau, quoi. C'est nouveau. On l'a toujours fait, c'est-à-dire que face à une difficulté, on cherche forcément à trouver une solution. Ce qui est un peu nouveau, c'est cette nécessité d'avoir chez nos officiers et à tous les niveaux de décision de nos armées, cette capacité à prendre en compte l'innovation, à l'intégrer plus rapidement ou à faire évoluer les choses. Et c'est un peu le cœur d'ailleurs de la transformation de l'armée de terre, au-delà des organisations, des organigrammes, des équipements, c'est changer cet état d'esprit, faire en sorte que chacun, par subsidiarité, assume ses responsabilités, prenne en compte tous les paramètres de sa mission, de son périmètre, et soit capable de prendre ses propres initiatives. Alors justement, c'est encore une fois référence au conflit ukrainien. En Ukraine, c'est plutôt une guerre de start-upers, plutôt que de bricoleurs de génie, avec une agilité des ingénieurs un peu de type Géotrofoot, ou plutôt que des grands fournisseurs traditionnels d'armement. C'est quand même une très grande nouveauté. Les grands fournisseurs des armées, on les connaît tous, Dassault, Airbus, Thales, KNDS, etc., Naval Group, etc. Et puis il y en a des petits qui surgissent, je pense à des gens comme Delair, qui fournissent des drones, notamment pour les armées françaises, qui est une toute petite structure qui se développe. Oui, mais ça va aussi avec les gros objets. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont très contents du César, du canon César, et très content du véhicule de l'avant blindé. Donc, on voit bien qu'il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'il nous faut des grands industriels pour développer la base des grands objets, des gros équipements, et après, le reste, effectivement, comme c'est, je le disais, sur certaines technologies, on est en front renversé avec des technos tirés par le civil. En fait, on ira sûrement chercher les solutions dans le civil. Capitaine Thomas, vous vouliez réagir? Je vais réagir rapidement. Pardon. Je pense qu'on a un tropisme en France qui est le tropisme du David contre Goliath. On regarde toujours David et on se fascine toujours par David et assez peu Goliath. Il me semble quand même qu'en Ukraine, les capacités finalement classiques restent parfaitement à l'ordre du jour. La ligne de front, elle est complètement brouillée. Et elle n'est pas brouillée par du drone qui embarque de la charge utile de guerre électronique. Elle est brouillée par des moyens classiques qu'ont les Russes depuis l'époque soviétique, qui leur permettent d'émettre à des puissances folles et qui saturent complètement l'espace de bataille, enfin le champ de la guerre électronique. Je pourrais aussi ajouter le minage. Ils ont miné à coups d'orgue de Staline des surfaces incroyables, des espaces incroyables. Et là, on est quand même dans des capacités qui sont très classiques. Une des caractéristiques Une des caractéristiques des drones en Ukraine, c'est qu'ils sont très vite frappés d'obsolescence. Comme l'évoquait le général Baratz, la boucle d'adaptation entre le glaive et le bouclier est extrêmement rapide dans cette guerre. Donc la capacité d'adaptation d'innovation et d'adaptation des deux belligérants est très impressionnante. En général, il faut 1 mois pour qu'un des belligérants parvienne à identifier la parade à une innovation déployée par son adversaire. Donc 1 mois pour identifier la parade et ensuite 1 mois pour passer à l'échelle, c'est-à-dire produire massivement et déployer sur le front cette parade. Donc, cette boucle d'adaptation, elle est particulièrement rapide, effectivement, dans la guerre que se joue l'un contre l'autre, les drones et la guerre dans le champ électromagnétique qu'évoquait le commandant. Donc, c'est extrêmement impressionnant. Donc, un exemple de cette obsolescence très rapide, vous vous souvenez des drones TB2 Bayraktar qui ont fait des cartons, donc des drones de conception turque dans le conflit Azerbaïdjan, Arménie. Exactement, ils étaient centrales ils avaient un rôle central dans cette guerre du Haut-Karabakh, mais également au début de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens les ont utilisés massivement pour faire des cartons sur les colonnes de blindés russes qui déboulaient du nord de l'Ukraine. Et aujourd'hui, ces drones, en fait, ils volent plus. Et ils sont cantonnés à survoler la mer Noire pour la surveillance. Mais en fait, ils sont trop vulnérables face à la défense solaire. Et en fait, ils sont trop vulnérables parce qu'ils sont chers. Ils sont quasiment chers. Ils sont plus chers que les petits drones, finalement,
qui certes infligent peut-être moins de dommages quand ils sont utilisés, mais qui, utilisés massivement, finalement, produisent le même effet. Alors, Général Baratte, le programme central de la modernisation de l'armée de terre, c'est le programme Scorpion. C'est un programme gigantesque. Il a été imaginé il y a une quinzaine d'années. Enfin, dans le début de la réflexion de ce programme, c'est à peu près ça. Une vingtaine d'années, oui. Une vingtaine d'années, voilà. Alors, est-ce que ce programme Scorpion, est-ce qu'il prépare à la guerre d'hier ou à celle de demain? C'est quand même une question centrale. Justement, c'est un programme qui était visionnaire. Et parce que depuis très longtemps, finalement, l'armée de terre se penche sur les affaires de numérisation du champ de bataille. Et donc, en fait, Scorpion, c'est l'héritage de toute cette réflexion de ce qu'on appelait la BOA, la bulle d'opération aéroterrestre. En fait, il y a très longtemps que l'armée de terre se penche sur ce sujet-là. Et finalement, Scorpion, souvent, on voit uniquement les équipements, le char Jaguar, le véhicule blindé Griffon, Serval. Mais en fait, c'est pas ça le cœur de Scorpion. Le Scorpion, c'est vraiment le système d'information et de commandement qui permet d'avoir ce travail collaboratif entre les différentes unités et ce partage de l'information qui est fondamental et que l'on voit d'ailleurs à l'œuvre sur le front ukrainien, puisque tout le monde a essayé d'avoir cette vision, ce partage d'informations de la situation tactique, c'est-à-dire où est l'ennemi, où sont mes amis, et en permanence, et de façon à communiquer le plus vite possible entre les plateformes. Donc vous nous rassurez, le programme Scorpion prépare à la guerre de demain et pas celle d'hier. Non, et je trouve qu'on avait été, par rapport à certaines armées européennes, je pense qu'on a été un petit peu en avance, et on a déjà développé cette culture dans nos unités qui, depuis longtemps, travaillent en numérisation du champ de bataille. Alors, même question pour vous, commandant Thomas. L'axe majeur du développement de la marine, c'est encore et toujours le porte-avions nucléaire. Alors, le porte-avions nucléaire, c'est gros, on le voit de très loin, il faut beaucoup de bâtiments autour pour le protéger et l'accompagner. Est-ce que le porte-avions, c'est l'arme de la marine de demain, ou est-ce que c'est, alors que le futur porte-avions nucléaire verra le jour justement aux alentours de 2040, un peu de choses près, hein. Pour l'instant, c'est un porte-avions de papier. Mais quand il verra le jour en 2040, est-ce qu'il sera un élément de la guerre d'hier ou de la guerre de demain? Je pense que le contexte actuel nous montre quand même que on retrouve des temps de contestation assez forts, avec des logiques de puissance qui s'appliquent. Pour la marine, en tout cas, il y a 2 facteurs de puissance. Le premier, c'est le porte-avions, on va y revenir, vous l'avez cité. Le deuxième, ce sont les SNLE. Ces 2 facteurs de puissance-là, ils sont les pas... Les SNLE ou les SNA? Les SNLE. Oui, j'entends bien. La dissuasion nucléaire. La dissuasion océanique. Là, en Ukraine, on est dans une guerre classique. On n'est pas dans une guerre nucléaire. C'est vrai. Ouais. C'est quand même le fait nucléaire s'est appliqué en Ukraine aussi. Il y a un certain nombre de manœuvres qui ont été faites à la fois par la Russie, mais aussi par les pays occidentaux. Pas seulement. Il y a eu des démonstrations visibles ou moins visibles, mais il y a eu des démonstrations pour effectivement pour que, enfin, le fait nucléaire est bien présent dans la guerre en Ukraine. Vous le trouvez dans la littérature ouverte, on parle souvent, on a pointé du doigt la Russie sous l'angle, la Russie fait de la sanctuarisation agressive. C'est vrai, elle a en quelque sorte couvert son agression de l'Ukraine sous une forme de menace immanente d'usage ou de riposte nucléaire, si elle s'avérait menacée, y compris par des moyens conventionnels, si elle s'estimait frappée sur ses capacités stratégiques. Donc, la dissuasion elle est bien présente dans cette guerre en Ukraine. Mais revenons-en au porte-avions nucléaire de demain. Est-ce qu'il est finalement... On a bien compris que chaque marine importante veut son porte-avions et son groupe aéronaval. Ça, c'est clair. Les Chinois, les Russes, pourquoi pas les Brésiliens ou les Indiens, mais est-ce que c'est parce que c'est une question de statut, on n'est pas une vraie marine si on n'a pas de porte-avions nucléaire, ou est-ce que c'est vraiment finalement une arme qui sera très utile demain dans les conflits à venir qu'on peut déjà imaginer aujourd'hui? On peut se rapporter donc au début du conflit en Ukraine. Au début du conflit en Ukraine, le porte-avions est à la mer. Il est à la mer au large de la Syrie. Et il a participé... Vous parlez du Charles de Gaulle. Oui, je parlais du Charles de Gaulle, oui, tout à fait. Il a participé pleinement à la capacité de la France à être présente, recueillir du renseignement. Ces avions ont participé aussi à la réaffirmation de la défense de l'OTAN. Donc non, le porte-avions Charles de Gaulle, donc une des réponses à votre question est déjà que le porte-avions Charles de Gaulle
a bien participé à la guerre en Ukraine, enfin du point de vue en tout cas de la réassurance de l'OTAN. Nous ne sommes pas engagés, nous, Français, dans le conflit ukraino-ukrainien. On observe. Non, bien sûr. Mais il a eu son utilité. Et dans le futur, le porte-avions, il vous sert encore aujourd'hui, et il servira encore demain, à 3 choses. Le premier, c'est qu'il instaure un dialogue stratégique, de niveau stratégique. C'est vraiment un facteur de puissance de niveau stratégique. C'est pas la même chose que de déployer une frégate en mer de Chine méridionale, on l'a fait, que lorsque vous déployez un groupe aéronaval centré sur le porte-avions. Ça, c'est quand même son premier rôle. Le deuxième, c'est que c'est un outil de puissance. C'est un outil de puissance. Alors, on parle souvent de sa capacité à projeter de la puissance. Elle est réelle, hein. Un Rafale, il emporte son poids en bombe. Donc, c'est quand même... les avions du groupe aérien embarqué ont quand même une capacité de projection de puissance qui est assez phénoménale. Mais en lui-même, c'est aussi 2 centrales nucléaires avec une capacité de production d'énergie. Et l'énergie, demain, c'est aussi un facteur clé. C'est un facteur qui nous permet aussi d'être très agile dans la façon dont on va considérer le groupe aérien embarqué dans le futur. Aujourd'hui, on pense 30 Rafales, des avions de guerre embarqués qui les accompagnent. Demain, ce sera peut-être, ce sera sans doute du NGF, donc l'avion de nouvelle génération, auquel on associera des drones de combat, et peut-être d'autres types de plateformes. Donc ça nous donne quand même cette puissance générale embarquée sur le porte-avions, des facteurs d'évolutivité qui sont quand même assez importants. Et le troisième point, c'est un agrégateur de partenariats. C'est que le Charles de Gaulle, il revient d'un déploiement en mer de Chine méridionale. Je crois qu'il y a 19 nations qui ont participé à l'escorte du porte-avions et aux exercices auxquels il a été associé. Il a travaillé avec un groupe aéronaval indien, il a travaillé avec un groupe aéronaval japonais, il a travaillé avec 2 groupes aéronavals américains. Donc il y a cette capacité de créer du partenariat qui est aussi très importante. Général Barrett, je reviens vers vous. Si on se projette en 2040, à quel niveau placer le curseur entre la masse? On a bien vu que en Ukraine, il y a la masse, il y a beaucoup de soldats de chaque côté du front, et puis la technologie. Comment adapter le curseur entre les deux? Alors il faut pas vraiment opposer la masse et la technologie. La technologie aujourd'hui, comme l'a souligné le général Breton, permet d'avoir de la masse finalement, parce que comme ce sont souvent des technologies issues du monde civil, on arrive à tirer vers le bas les prix et donc à créer des plateformes qui finalement sont peu onéreuses avec pas mal d'intelligence à l'intérieur aujourd'hui. Et les développements de l'IA nous laissent penser qu'en 2040, on devrait avoir aussi cette capacité à avoir à la fois de la masse un peu saturante pour vraiment saturer le dispositif adverse et des systèmes beaucoup plus performants pour exploiter ces percées. Mais il y a quand même un autre phénomène aussi qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on raisonne 2040, c'est que là, souvent, on focalise sur la haute intensité, sur un conflit un peu particulier, et il faut y penser parce que on doit assurer la défense de l'Europe au sein d'une alliance, et ça, c'est notre devoir. Mais les armées doivent aussi s'engager sur d'autres espaces stratégiques. Et l'armée de terre, en particulier, raisonne toujours sur 3 espaces. La protection du territoire national, donc comment est-ce que j'assure la sécurité de la nation, qui est quand même le cœur du sujet, donc même si ça peut se passer... Première mission. C'est sa première mission, donc la résilience, l'épaulement, ainsi de suite. Et comment est-ce que je peux également, au-delà de la solidarité stratégique, donc la défense européenne au sein de l'Alliance, comment est-ce que je peux également aller protéger les intérêts de la France ou nos concitoyens un peu partout dans le monde. Et donc, on a aussi cette nécessité d'avoir une forme de polyvalence. Donc, on est obligé, contrairement à d'autres nations, de faire autre chose que de focaliser uniquement sur la haute intensité et l'engagement face à une force conventionnelle. Alors, intelligence artificielle, système autonome, robotisation, munitions rôdeuses, essaims de drones, cyberespace, sommes-nous à l'aube d'une guerre automatisée où la décision humaine serait marginale? Alors, qui veut rebondir sur cette question? Général Vincent Breton. Donc, l'intelligence artificielle, effectivement, elle va changer aussi beaucoup la donne. Je pense que ça va aller très vite. Avec deux usages qui vont clairement... qui apparaissent clairement évidents. Le premier, c'est l'intelligence artificielle dans l'assistance, l'aide au commandement, l'aide à la décision du commandement. C'est-à-dire, aujourd'hui, un commandant d'opération, il a énormément d'informations qui lui remontent. Il y a énormément de capteurs de renseignements. Et donc, avoir une intelligence artificielle qui vous prédigère tout ça et qui va faire un peu le tri. Qui fait le tri, voilà, qui ordonne les choses et qui vous propose au commandant différentes options.
Ça c'est fondamental. Enfin, voilà, c'est des options proposées à un commandement, après le commandant décide. Ensuite, vous allez avoir de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes. C'est-à-dire, vous allez effectivement avoir des systèmes d'armes qui vont être de plus en plus automatisés. Donc, on le voit en Ukraine, il y a déjà des drones qui ont une capacité de vol automatique ils n'ont plus besoin de GPS, plus besoin de liaison avec leur opérateur sur le dernier kilomètre. Et donc, il y a des expérimentations en cours pour que le drone, en fait, il identifie automatiquement sa cible. Donc, il a une base de données dans sa mémoire où il est capable de reconnaître un char, un véhicule russe. Voilà. Donc, oui, on va avoir des systèmes comme ça complètement automatisés. Après, la façon dont on cadrera l'emploi de ce type de système fera qu'on sera conforme ou pas aux droits des conflits armés. Mais c'est bien la façon dont on cadrera l'emploi, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de problème éthique à utiliser ce genre de système. Surtout que nos adversaires, eux, ils se posent pas trop de questions. Donc très rapidement, ils vont déployer ce type de système. Et le jour où on aura, nous, des soldats qui seront confrontés à des robots et qui viendront exterminer nos soldats, il faudra qu'on soit capable de mettre en face très rapidement des robots aussi, parce que c'est quand même un peu dommage de voir nos soldats, parce qu'on pour des raisons éthiques, on a refusé les robots, avoir des soldats qui se font finalement massacrer par des robots, oui. Alors, Gérald Brat, je vous pose à peu près la même question. Face à des systèmes de plus en plus autonomes, quelle place pour l'humain dans la décision, dans le commandement et dans la prise de risque ? Je ne vais pas refaire la même réponse que le général Breton, mais c'est quasiment les mêmes domaines, effectivement, dans lesquels on va appliquer l'intelligence artificielle, avec effectivement demain sûrement des essaims, puisque l'intelligence artificielle dite agentique, qui permet aujourd'hui d'avoir des communications au sein d'un même groupe de drones ou de plateformes robotisées, permet d'imaginer des choses assez incroyables. L'homme peut apparaître effectivement comme un frein à l'efficacité de ces systèmes-là. Cela étant, ce type de configuration existe déjà, puisqu'avec le dôme de fer israélien, on est déjà dans un système défensif où l'homme n'est pas dans la boucle. Tout est automatisé. Ça serait un frein. Bien sûr. C'est eux qui désignent les cibles, et d'ailleurs même il y a un rapport, on le voit aussi en Ukraine, ce calcul de rapport coût-efficacité entre l'intercepteur et l'objet intercepté. Donc on voit que ce système-là est dans le volet défensif, on se pose pas trop de questions. C'est le volet offensif qui pose un sujet, et si on ne veut pas ralentir le système, en fait on maintiendra l'homme, mais un peu comme superviseur. En fait, il sera moins dans la boucle, mais il supervisera. C'est-à-dire que c'est lui qui va confier la mission dans un cadre espace-temps bien déterminé, et il reste responsable de la décision d'engagement. Et donc, on a un comité éthique qui nous permet justement de savoir à peu près ce qu'il faut faire avec ce monde robotisé. Et c'est bien la position, c'est que le chef militaire reste responsable de l'emploi des plateformes robotisées. Donc, on fixe le cadre de la mission, mais on ne donne pas l'autonomie totale, même si dans son action, il y a une certaine autonomie, mais on reste responsable de la réalisation de la mission. Alors avec cette surtechnologisation que l'on constate, qui se développe, est-ce que on ne prend pas le risque d'une guerre paralysée si les réseaux tombent en panne? Est-ce qu'une guerre dégradée est encore possible pour les armées que vous représentez les uns et les autres? Qui va rebondir, Général Breton? Il faut effectivement, je pense que Bruno Baratte pourra compléter ce sujet-là, mais il faut qu'on sache toujours combattre sans les outils modernes qui sont à notre disposition. La rusticité, ça reste un élément fondamental dans la façon dont on doit former et entraîner nos militaires. Être capable de se passer de ces systèmes d'armes très performants qui, finalement, facilitent beaucoup les choses. Mais peuvent tomber en panne très facilement. C'est ça, donc. Oui, et en fait, tous ces systèmes-là aussi fonctionnent sur une base de connectivité, donc de capacité à échanger et à transmettre les informations, qui doit être robuste. Or, comme ça a été souligné, effectivement, la guerre électronique aujourd'hui, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle est aussi prégnante, c'est que ça va devenir une cible. C'est-à-dire créer la rupture du lien de connectivité, ça va être un enjeu majeur pour paralyser les systèmes automatisés ou dronisés. Et donc là, c'est pour cela que finalement, de façon assez paradoxale, plus on va être connecté, plus il va falloir travailler aussi la capacité du commandement par l'intention que souhaite réintroduire le chef d'état-major de l'armée de terre, ou en tout cas de renforcer au sein du quotidien de l'armée de terre, parce que finalement, il faudra avoir des chefs à tous les échelons capables de prendre leurs initiatives pour saisir les opportunités, mais aussi pour pouvoir travailler sans connectivité, et dans l'esprit
de la mission qui aura été donnée. Est-ce que c'est, commandant Thomas? Pour illustrer un peu la problématique du point de vue de la marine, on a des grands exercices annuels qui s'appellent Polaris, et notamment on en a conduit un il y a quelques années qu'on a appelé Back to the 80s, donc retour aux années 80, et pour lequel on a considéré qu'on neutralisait en quelque sorte tous les moyens de connectivité un peu modernes pour combattre comme on le faisait dans les années 80, avec des liaisons radio très classiques, mais qui sont plus difficilement brouillables, avec des procédures, et c'est ce que vous évoquez mon général sur le côté, le mission command, le commandement par intention, qui changeait complètement de ce qu'on a l'habitude de pratiquer aujourd'hui. Est-ce que les armées risquent d'être submergées par des systèmes qu'elles ne maîtrisent plus totalement? C'est ça, submergé, c'est-à-dire ne pas savoir les utiliser, ou submergé par des systèmes de l'adversaire, vous voulez dire? Exactement. Il y a toujours ce risque. Enfin, il y a rarement, en fait, moi, j'aime pas tellement le mot rupture technologique, c'est plutôt des évolutions technologiques. Mais les évolutions technologiques, effectivement, sont très rapides, et vous pouvez, effectivement, un jour être submergé par une évolution technologique très rapide. Oui, le risque, il existe. Est-ce que vous êtes en train, les uns et les autres, de réécrire les doctrines d'emploi, d'utilisation? Parce que on est en train on a compris que, évidemment, l'univers technologique, la numérisation, l'innovation permanente change les choses, mais ça change aussi l'emploi. Est-ce qu'il faut réécrire en ce moment toutes les doctrines de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine? On le fait dans plusieurs domaines. Je vais vous donner un exemple, en référence à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les frappes dans la profondeur. On vient de reprendre, nous, un concept sur la frappe dans la profondeur. Le concept français de frappe dans la profondeur, il était beaucoup basé sur la haute survivabilité de missiles très chers, très performants, donc des missiles qui devaient être très rapides, très manœuvrants, capables de voler très bas. Et donc, on a introduit un concept aussi en disant, oui, il faut conserver cette caractéristique pour les missiles très chers, mais il faut développer aussi l'autre versant, c'est-à-dire le missile low cost, pas cher, saturant. Voilà. Le principe, c'est la saturation. Et donc, effectivement, on s'adapte. Alors, on arrive un peu au terme de ce podcast, de cette émission. La guerre de 2040. Allez, on va dire la guerre de 2050. On va reprendre 10 ans. Est-ce qu'elle sera encore une affaire de chef, général Baratz, ou de data center? Ça sera une affaire de chef. Une affaire de chef, pourquoi? Parce que si on fait un peu de philosophie, c'est peut-être le moment. Donc non, mais la guerre, c'est une activité humaine. Donc il faut pas imaginer que la guerre disparaisse tant que l'être humain existera. Le général Breton parlait de l'extension des champs. En fait, chaque fois que l'homme crée un champ, l'homme a créé l'univers numérique, cyber, le cyberespace. Il a été se battre dans l'espace cyber. C'est pas l'espace cyber qui a décidé de se battre. On voit bien que c'est profondément lié à l'homme. Et la finalité d'une guerre, on ne fait pas une guerre pour faire une guerre. On fait parce qu'on a des objectifs. On souhaite imposer sa volonté à un autre, ou on souhaite éviter qu'elle arrive. Donc on montre qu'on est capable de la subir ou d'infliger des terribles pertes à l'adversaire en retour. Donc, et c'est toujours un calcul entre individus. Et c'est ça la difficulté. Donc c'est pas une affaire de mathématiques, d'algorithmes et de data center. Alors, on arrive vraiment au terme de cette émission. Je vous demandais à chacun un petit mot de conclusion. En un mot, en une phrase, quelle serait votre définition du champ de bataille de 2040? Ou si vous préférez, si vous deviez résumer d'un mot, d'une phrase, la principale caractéristique du champ de bataille de 2040, quel serait-il, commandant Thomas? J'ai un mot, mais il sera saturé. Et tout l'enjeu pour nous, ce sera de trouver la bonne information, de la traiter rapidement et de la proposer à la décision du chef très rapidement. Et c'est un peu en écho de ce que vous évoquiez au début. Il y a un vrai risque de saturation d'informations, de saturation d'objets aussi, sur le champ de bataille de 2050. Oui. Saturation, submersion. Gérald Vincent-Breton. Je resterai sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'extension à la fois horizontale et aussi verticale de la conflictualité. Et pour redévelopper la partie aérienne qui m'est chère, c'est l'extension verticale, c'est-à-dire une extension de la conflictualité de plus en plus vers l'espace et une extension aussi vers les interstices, et notamment la tranche d'altitude. Aujourd'hui, aucun avion et aucun satellite ne vole, c'est-à-dire entre 20 et 100 km. La très haute altitude. Alors, sans dévoiler ce qui se passe, ce sera un des sujets, là, le prochain Pensée stratégique sera autour de l'armée de l'air.
et on parlera forcément de la très haute altitude le mois prochain. Général Bruno Barras. Alors moi, comme je n'ai pas de boule de cristal, je dirais l'incertitude. Mais ça tombe bien parce que les armées forment des chefs pour décider dans l'incertitude, puisqu'on n'a jamais tous les paramètres en main. Et donc, il faut bien prendre une décision. Il vaut mieux une décision que de rien faire. Merci. Général Bruno Barras, Général Vincent Breton, commandant Rémi Thomas. Merci à tous les trois d'avoir partagé avec nous vos réflexions stratégiques. Daniel Desescales, je vous donne rendez-vous dans un mois. Et maintenant, c'est à vous de penser stratégique. Au revoir.